c'est la première conférence d'un cycle de 3 conférences qui se nomme L'histoire du féminisme chrétien, la transmission du matrimoine intergénérationnel. Donc, on est heureuse de commencer avec Annie Crépin. Donc, on a décidé de choisir ce thème de cycle de conférences, puisqu'en 2025, Magdala a fusionné avec l'association Fedless, qui est Femmes et Hommes, Église, Droit et En Liberté 2024. en 2022. En 2024, En oui. 2024. Déjà, oui. Donc Fedless, qui est l'acronyme de Femmes et Hommes, Égalité, Droit et Liberté dans les églises et les sociétés. Et donc, suite à cette fusion et à, voilà, à ce rapprochement, ouais, cette fusion avec Fedless, nous avons souhaité comprendre un peu dans quel contexte nos sœurs catholiques se sont engagées pour l'égalité des femmes et des hommes auparavant. Et grâce à ça, d'essayer de comprendre comment nous, on peut s'inspirer des combats passés pour mener les combats actuels. Donc voilà un petit peu la genèse de ce cycle de conférences. Et aujourd'hui, donc comme je le disais, on a la chance d'avoir Annie Crépin, qui est maîtresse de conférences en histoire honoraire et qui a été membre de FEDLES et maintenant membre de Magdala. Je tiens à vous informer que à ce titre, Annie donne gratuitement cette conférence. Elle n'est pas rémunérée pour cette conférence puisqu'elle est bénévole à Magdala. Voilà, et pour des points un peu plus techniques, donc la conférence est enregistrée et sera mise sur YouTube à la suite de la conférence. Donc on aura 2 temps, un premier temps de présentation de la part d'Annie et un deuxième temps de questions-réponses. Comme vous avez pu le remarquer, tous les micros sont coupés pour des raisons de confort auditif. Mais je vous propose de noter au fur et à mesure toutes les questions dans le chat que je rassemblerai pour les poser à la fin à Annie pendant une quinzaine de minutes. Euh, voilà, et puis Annie, je te laisse la parole pour nous parler des mouvements féministes chrétiens à partir du Concile Vatican II. Et même avant. Et avant. Oh oui, merci de me donner la parole. Mais finalement, c'est moi qui suis très honorée et très heureuse de commencer ce cycle de conférences. Il est temps de montrer qu'on peut être féministe, non pas quoique catholique, mais parce que catholique. C'est une formule qui date de 1927 et dont l'autrice est Marie Le Noël de l'Alliance Jeanne d'Arc. Il est très significatif que euh, Marie-Thérèse von Lunen-Chenu, qui est une des fondatrices de FHE, devenue Fedless, j'expliquerai hein, l'évolution de ces titres, de ces intitulés, ait choisi pour introduire, enfin, dans l'introduction de l'ouvrage que Fedless a publié en 2021, un combat pour l'égalité, euh, eh bien, c'est très significatif parce qu'elle voulait montrer que ce combat de FHE, devenu Fedless, s'enracinait dans une histoire longue, beaucoup plus longue qu'on ne le croit généralement, quoique méconnue. Alors, c'est vrai que la prise de conscience de l'importance cruciale hein, de la question des femmes dans l'Église, c'est récent. Mais ça n'est pas surgi, cette question, elle n'est pas surgie de nulle part et elle est liée à l'évolution d'un ou de, on va même dire, on va mettre ça au pluriel, de féminisme catholique, eux-mêmes parallèles, parfois liés, parfois distants des féminismes de la société civile. À partir du milieu du 19e siècle, sont nés, enfin, surtout dans les pays occidentaux, enfin, sont apparues des revendications d'émancipation qui se sont intensifiées au XXe siècle et qui se produisent d'ailleurs dans ces milieux, dans des milieux divers, en France, entre autres, avec une sorte, je ne dis pas de prédominance, mais il y a une présence très importante dans ces mouvements de la société civile, de protestantes, de femmes protestantes.
Mais finalement, ces revendications ne sont pas portées par des femmes catholiques. Certes, dès le début du XXe siècle, sont nées des associations de femmes catholiques. Alors, en 1901, à Lyon, c'est peut-être pas un hasard et nous y reviendrons, sous l'égide de Jeanne Couturier est créée la Ligue des femmes françaises. Et en 1902, la Ligue patriotique des Françaises. Mais elles naissent dans un contexte de lutte entre les cléricaux et les anticléricaux de la Troisième République. Et leur but, c'est pas les droits des femmes, comme on dirait aujourd'hui, ou la défense de leurs conditions ou l'amélioration de leur statut, c'est la défense des libertés religieuses en France. Alors, après la Première Guerre mondiale, il y a une évolution. Les dirigeantes de ces associations, par exemple, plaident pour que les femmes acquièrent le droit de vote. Et les deux ligues dont j'ai parlé il y a quelques instants, eh bien, se joignent, s'unissent en 1933 pour former la Ligue féminine d'action catholique française, qui est au fond l'ancêtre de la CGF, même si la CGF est institutionnalisée en 1954. Mais cette ligue, qui résulte de l'union des deux précédentes, elle prône certes la promotion des femmes, mais elle garde ses distances avec les féminismes laïques. Et Marie Durostu, qui est une des dirigeantes de la Ligue féminine d'action catholique française, dit le féminisme chrétien, certes, est dans la lignée de l'Évangile, mais aussi doit respecter des valeurs féminines. Alors, cette distance envers les féminismes laïques ou la société civile s'observe également chez l'UFCS, alors c'est l'Union féminine civique et sociale, qui est née en 1925 dans la mouvance du catholicisme social. Et l'UFCS va demeurer très attaché jusque dans les années 50 à la défense du maintien des femmes au foyer. En même temps, ces associations se montrent très soucieuses d'une ouverture à l'international. Et là, elles disent, c'est très utile, cette ouverture sur l'international, ça contribue à la formation des femmes, enfin au bon sens du terme. Et donc, c'est considéré comme un progrès, et c'est ainsi que les associations françaises rejoignent l'UMOFSC, c'est l'Union, alors pardonnez-moi, l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, qui est née en 1910, mais le sigle est de 1952, mais qui est née pour défendre non pas les intérêts des femmes, mais les intérêts de l'Église, enfin au sens de l'institution. Et jusque dans les années 50, l'Union mondiale des organisations féminines catholiques reste très distante, pour ne pas dire méfiante, envers même quelquefois hostile, envers les mouvements féministes de la société civile. Et donc, une action commune est inenvisageable alors. Dans les années 50, enfin plutôt à partir des années 50, et surtout pendant les années 60, là, il va y avoir une évolution. Mais il n'en demeure pas moins que la formule, la position de Marie Le Noël est vraiment singulière, et au fond très pionnière. Alors Marie Le Noël, donc je l'ai dit, elle fait partie de l'Alliance Jeanne d'Arc. Alors en fait, elle a fondé en 1927 la section française de l'Alliance née en 1911 en Grande-Bretagne. Et dès le départ, c'est très significatif. Elle s'intitule CWSS. Alors, je vais essayer que mon accent anglais demeure compréhensible. Catholic Women's Suffrage Society. Ça veut dire que d'emblée, en 1911, eh bien, l'Alliance Jeanne d'Arc réclame l'égalité des droits, c'est plus la promotion, c'est l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, par exemple le droit de vote pour les femmes, et dit que cette égalité des droits est conforme à l'Évangile.
Et d'ailleurs, cet engagement pour l'émancipation civique des femmes s'étend au domaine social. L'Alliance a fait des campagnes contre la prostitution et l'esclavage. Et elle s'étend aussi au domaine religieux. C'est-à-dire que dès 1928, l'Alliance évoque la possibilité d'accès à la prêtrise pour les femmes. Alors, on l'a dit, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une évolution qui se produit. L'UMOFC participe à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, de l'ONU. Elle obtient d'ailleurs, elle obtient un statut consultatif à l'ONU en 1947 et elle est membre de la commission de l'ONU sur le statut des femmes. Et par ailleurs, la conférence des organisations internationales catholiques, OIC, se dote dès 1931 d'ailleurs d'une présidence féminine et après la Seconde Guerre mondiale, elle aborde la question des femmes. Euh, il faut quand même dire, enfin, par rapport à l'Alliance Jeanne d'Arc, c'est quand même l'angle de la promotion des femmes plutôt que celle de l'égalité. Puis viennent les années 60 et le temps de Vatican II. Alors, au départ, hein, il faut le dire, contrairement aux images qu'on pourrait avoir, eh bien, le Concile ne prévoyait pas du tout d'aborder la question des femmes, enfin, de la place des femmes dans l'Église, hein. Même la commission préparatoire pour l'apostolat des laïcs et même en son sein, la seconde sous-commission qui était plus spécifiquement consacrée à l'action sociale. Mais il y a eu des débats assez vifs et la question des femmes finit par être intégrée, alors sous un angle social, hein, euh, et en même temps, il y a des pressions extérieures, enfin plutôt il y a des attentes, hein. Le Concile a suscité des attentes et en 1962, une Suisse, Gertrude Heinzelmann, adresse une requête à la commission centrale qui coordonne les travaux préparatoires du Concile. Cette adresse s'intitule La femme et le Concile, espoir et attente, hein, on saurait mieux dire. Et elle prône l'égalité à tous les échelons de l'Église. Elle prône aussi une relecture de la théologie classique. Et à la suite de cette publication, son autrice entre en contact avec des théologiennes allemandes qui avaient posé la question de l'accès à la prêtrise des femmes et qui d'ailleurs avait posé la question ou l'avait demandé au Vatican à partir de 1959. Euh, Bien sûr, sans obtenir, enfin je dis bien sûr, vous en doutez, sans obtenir de réponse. Et parmi ces catholiques allemandes, il y avait des étudiantes de la faculté de théologie de Münster, dont des personnes qu'on va retrouver ensuite, hein, Iris Müller et Ida Raming, qui est future ordonnée prêtre en 2002. Alors, par ricochet, cette adresse de Gertrude Heinzelmann est traduite en anglais par Rosemary Lower, qui est professeure de philosophie euh, à, à la St. John University de New York, d'où le développement de l'intérêt pour cette question dans le monde anglo-saxon et une jonction, enfin sur cette question et avec ce secteur, avec le monde germanique. Le monde germanique, il y avait aussi Mary Daly, qui étudiait alors la théologie à l'université de Fribourg, et elle prend contact avec Gertrude Heinzelmann, et elle pousse Gertrude Heinzelmann à publier un livre en anglais et en allemand en 1964, donc on est en plein concile, We won't keep silence any longer. Point d'exclamation. Women Speak Out to Vatican Council II. Donc, hein, les grandes lignes de cet ouvrage annoncent la thématique, les thématiques qui seront reprises après Vatican II et je dirais encore aujourd'hui, la critique de l'exclusion des femmes, en particulier de la prêtrise, et la remise en cause des arguments bibliques
théologiques et doctrinaux qui sont à l'origine de cette exclusion, la revendication d'une réforme du vocabulaire liturgique, on dirait aujourd'hui dans un sens inclusif. Alors, le Concile continue ses travaux et en octobre 63, là, à la fois, il y a donc une réflexion intérieure et puis il y a ces revendications, cette réflexion extérieure. Et le cardinal Suenens, en octobre 63, peut poser la question, enfin, je dirais, où est l'autre moitié de l'Église? Et aux deux dernières sessions du Concile, enfin c'était un progrès par rapport aux deux premières. Les deux dernières, c'est celle du 14 septembre au 21 novembre 1964. Et puis il y a celle du 14 septembre au 8 décembre 1965. Des femmes sont présentes. Ah, attention, hein, elles sont 23. 10 religieuses, 13 laïques, parmi lesquelles d'ailleurs il y a Pilar Bellosillo qui est à ce moment-là, qui est alors présidente de l'UMO-FC. Mais elles ne sont qu'auditrices, hein. Il n'est pas question qu'elles prennent la parole. Et elles n'ont encore moins, elles n'ont le droit de vote aux sessions du Concile. Mais elles prennent tout de même la parole. Alors elles présentent des mémoires. Si bien que leur influence, qui n'est pas reconnue encore, enfin officiellement, mais leur influence sur le décret, enfin dans l'élaboration du décret sur l'apostolat des laïcs et sur la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, que l'on va connaître sous le nom de Gaudium et Spes, eh bien elles ont joué un rôle important, même s'il est ignoré. Alors, que disaient justement ces mémoires? L'égalité fondamentale des hommes et des femmes liée au fait qu'ils et elles sont des personnes humaines. Il y a donc une vision unitaire et donc, de façon sous-jacente, le rejet du concept de complémentarité des hommes et des femmes, qui est très cher, qui est d'ailleurs demeuré très cher à l'institution. Et paradoxalement, cette vision unitaire peut expliquer le silence dans le texte sur l'apostolat des laïcs. On ne parle pas des femmes finalement, mais les femmes l'ont perçu alors comme une victoire de cette vision unitaire. Mais finalement, on ne fait pas de distinction entre apostolat masculin et apostolat féminin. Et au fond, c'est un progrès parce que du coup, on ne fait pas de distinction entre des qualités qui seraient propres aux hommes et des qualités qui seraient propres aux femmes. Euh, et en 1967, d'ailleurs, au Congrès mondial, alors c'est après le Concile, au Congrès mondial, j'anticipe un petit peu sur ce thème, au Congrès mondial pour l'apostolat des laïcs, l'UMOFC souhaite que la femme se voie accorder tous les droits et toutes les responsabilités du chrétien au sein de l'Église catholique. Et en 1969, elle demande que les droits fondamentaux de la personne humaine soient appliqués aux femmes dans la législation de l'Église. Donc, j'avais parlé d'évolution de ces associations. Elle est très nette dans les années 60 et au moment, et puis après le Concile. Le problème, c'est que le Concile s'achève et très vite il se produit ce qu'on appellerait aujourd'hui un backlash. Et la publication d'Humanité Vitae en étant un signe éclatant, les historiens et historiennes du catholicisme contemporain disent les conséquences en ont été incalculables. Mais en même temps, l'espérance que Vatican II a suscitée persiste. Et dans sa lignée, et encore dans cette atmosphère d'espérance, eh bien, se forment des groupes de réflexion alors, dans le monde anglo-saxon, aussi au Canada et en Allemagne, en France et en Belgique. Et c'est en Belgique que naît FHE, qui est le premier nom de Fedless. Alors, en mai 1969,
se forme une première équipe à Bruxelles, au CEFA. Le CEFA, c'est le Centre de pastoral familial. Elle est constituée de femmes et d'hommes, et ce sera un des traits constants de l'association, hein, que de se vouloir mixte et de placer les femmes et les hommes en co-responsabilité. Dans cette équipe, au départ informelle, il y a aussi des prêtres et des laïques, pour certains et certaines, enfin pour certaines engagés dans des mouvements d'action catholique, mais pas nécessairement à la CGF, hein, plutôt à l'Alliance Jeanne d'Arc, comme Marie-Thérèse van Lunenchenu, que je citais tout à l'heure. Il y a eu aussi la philosophe Yvonne Pellet-Douel, il y a eu aussi Denise Peters, qui était aussi à l'UMO FC. Et donc, il y a des prêtres, mais il est significatif que parmi ces prêtres, il y ait Pierre de Locte. C'est lui d'ailleurs qui a ouvert les portes du CEFA à l'équipe, avec Suzanne van der Merch. Et il est significatif qu'il ait été membre de la commission vaticane chargée de préparer l'encyclique Humanae Vitae, mais il était évidemment dans les personnes qui s'inquiétaient des conséquences de l'encyclique. Celle-ci n'a fait qu'exacerber la question, les questions que se posaient ces groupes évoqués plus haut, et que d'ailleurs d'aucuns aussi, refusaient d'appeler la question des femmes dans l'Église en disant c'est plutôt le problème de l'Église face aux femmes. Alors, l'équipe d'origine de FHE se structure autour d'une double dynamique. Cette double dynamique, on l'a déjà dans le titre. Enfin, premièrement, femmes et hommes, hein, d'une part, et d'autre part, Église et société. Euh, Ceci à la lumière des deux déclarations du Concile, hein, qui résument Gaudium Espèce. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Là, c'est Gaudium espèce 1. Et par ailleurs, l'Église s'élève contre toute forme de discrimination, qu'elle soit sociale ou culturelle, fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la condition sociale, la langue ou la religion. Et là, c'est Gaudium espèce 2. Euh, il faut quand même noter au passage que le mot genre, hein, qui apparaît dans la première déclaration, il n'est pas utilisé dans l'acception que nous lui donnons actuellement, hein. Il s'agit du genre humain, avec toujours cette idée unitaire que qu'on soit homme, qu'on soit femme, on appartient à un seul groupe, à un seul ensemble qui est le genre humain. Alors, le groupe, enfin l'équipe de FHE décide d'œuvrer pour la réalisation concrète d'une égalité véritable, hein, des hommes et des femmes, et non plus se contenter des déclarations de l'institution sur la promotion de la femme, hein, avec des majuscules, des singuliers majuscules, mais qui malheureusement euh, euh, correspondent à une infériorisation, hein. Et finalement, cette promotion de la femme masque mal, sous le concept de complémentarité, une hiérarchisation au profit des hommes. Alors, le titre de l'association, de l'équipe, reflète ces préoccupations parce que l'équipe s'appelle d'abord Groupe international femmes et hommes dans l'Église. C'est d'ailleurs Pierre de Locte, hein, qui suggère de nommer d'abord les femmes en remarquant que dans tous les documents officiels de l'Église, j'ajouterais personnellement, pas seulement dans les documents de l'Église, les hommes passent toujours, enfin, en tout cas jusqu'à une date récente, hein, passent toujours avant les femmes quand elles ne sont pas invisibilisées. L'adjectif international souligne une dimension qui a été très présente dès le départ, avec des contacts au Canada, par exemple. Le fait aussi que le secrétariat international, au départ, se situe à Bruxelles. Cette dimension,
s'accompagne aussi d'une ouverture à d'autres mouvements chrétiens ou issus d'autres religions ou laïques, hein, qui œuvrent pour l'égalité concrète des hommes et des femmes, ce qui va permettre à FHE de prendre sa place dans le mouvement féministe, enfin, dans les mouvements féministes de la société civile, qui, en particulier en France, s'intensifie alors, hein, dans les années 70, avec l'idée qu'il ne faut pas créer il faut éviter de parler d'un féminisme chrétien qui serait apparu particulariste, voire hostile au féminisme en général. Et je cite une des fondatrices, hein, Yvonne Pellet-Douel, qui dit: il n'y a pas de féminisme chrétien. Il n'y a qu'un seul féminisme, celui de la libération humaine, mais il y a des raisons chrétiennes d'être féministe. Alors, dans le titre, vous avez remarqué qu'au départ, il y a dans l'Église, parce que FHE se voulait indépendante, hein, et pas un mouvement d'Église, mais en même temps, FHE veut agir, hein, dans la vie de l'Église, mais comme une association d'adultes chrétiens et chrétiennes responsables, et non plus de fidèles bien soumis, ou en tout cas infantilisés, comme le souhaitait le Concile d'ailleurs. Le premier coup d'éclat de FHE, enfin en tout cas la première manifestation, se produit en septembre 1970 à Bruxelles, lors du premier colloque de la revue internationale Concilium. Il y avait 180 participants, et sur 180 participants, il y avait 4 femmes. À l'ouverture du colloque est distribué un texte de FHE. Et à la personne de FHE qui la distribuait, je crois que c'est un prêtre, enfin un participant, dit: ah, vous êtes sans doute la secrétaire de Monseigneur. Non, c'était pas ça. L'adresse aux théologiens, ce texte était une adresse aux théologiens de la revue Concilium, qui se place au double point de vue, d'une part de l'Église institution, mais aussi peuple de Dieu, comme l'avait défini le Concile, et d'autre part au point de vue de la société civile. L'adresse a dit: vous allez parler de l'avenir de l'Église. Nous souhaitons que vous reconnaissiez combien vos réflexions sont forcément appauvries par l'absence presque totale de femmes parmi vous. Comment parler de l'avenir de l'Église en voulant ignorer que, de plus en plus nombreuses, les femmes n'entendent plus être seulement l'objet d'études théologiques, si positives soient-elles. Elles veulent participer pleinement à la vie de l'Église, y compris à ses recherches et ses projets. Et le texte se référait aux déclarations de Gaudium Spes, dont j'ai parlé précédemment, mais aussi aux déclarations de l'ONU. Les femmes et les hommes, poursuit l'adresse, enfin les femmes, pardon, deviennent sujets de la société. Et comment ce signe des temps, c'était un terme cher au Concile, mais aussi cette exigence de vérité et de justice, pourrait-elle être plus longtemps ignorée par les hommes d'Église? Alors, le résultat, c'est qu'un des participants, Jean-Marie Aubert, introduisit une dernière motion imprévue, hein, seulement à la séance de clôture. Que dit cette motion? Il est temps d'envisager sérieusement la place des femmes dans les ministères. Et sur 177 votants, 143 disent oui, enfin approuvent cette motion. Alors, je répète que parmi les participants, il y avait des théologiens qui s'étaient illustrés pour faire du Vatican II avant Vatican II, ce qui leur avait valu maille à partir, hein, avec l'institution. Il y avait Yves Congar, il y avait Marie-Dominique Chenu, qui est parent, enfin lointain parent de Marie-Thérèse, il y avait Karl Rahner et il y avait Édouard Schillebeck. L'adresse à Concilium contenait un programme d'action et annonçait les méthodes d'action de l'association FHE. Alors, programme d'action, l'élaboration d'une nouvelle anthropologie
et la refondation de la théologie selon les convictions de Vatican II sur l'égale grandeur des baptisés, sans distinction de sexe. Des méthodes d'action, tout d'abord la participation aux colloques et commissions de l'institution, parce qu'au départ, l'atmosphère d'optimisme, hein, d'espérance de Vatican II persiste, hein. Bien sûr, très vite, cette espérance est déçue et FHE est écarté, de même que d'autres voix contestataires de ces instances, hein, qui voient se consolider on va dire un blocage. Ensuite et surtout, le développement dans les méthodes d'action, les programmes, développer ses propres recherches en faisant travailler ensemble théologiens et théologiennes d'une part, et d'autre part tenants et tenantes des sciences humaines. Parce qu'FHE demeure fidèle à sa conviction qu'un jeu de miroir se produit entre le fait social et le fait religieux, et que la théologie ne fait que refléter, et en somme sacraliser, les structures sociales de son temps, avec des décalages, hein, parce que parfois le fait religieux est en avance sur le fait social, hein, ainsi l'Évangile, le début du christianisme, mais tantôt c'est l'inverse. La société bouge plus vite que la religion, que les religions, que l'Église, enfin le catholicisme, hein, puisqu'il s'agit de lui ici, mais ça c'est le cas après la Seconde Guerre mondiale. En troisième lieu, veiller à ce que ce travail de recherche ait une dimension internationale. Et les liens qui ont été établis avec les théologiennes du Canada ont été durables. Hein, je cite les groupes avec lesquels FHE, enfin FEDLES a beaucoup travaillé. L'autre, et vous les connaissez pour certains, certaines, l'autre parole, femmes et ministère. Alors, il y a eu aussi des liens avec les États-Unis, avec le Brésil, avec la théologienne Ivone Guevara, il faut reconnaître, avec l'Afrique et l'Asie. Ensuite, s'ouvrir à l'œcuménisme, même si la problématique des protestantes, hein, n'est pas, enfin des églises protestantes n'est forcément n'est pas la même que l'église, que celle des catholiques. Alors FHE contribua même à la création de groupes œcuméniques nouveaux, par exemple le forum, enfin consacré bien sûr à la question de l'égalité des femmes et des hommes, le forum des femmes chrétiennes d'Europe, et également l'Association des théologiennes féministes d'Europe, qu'on appelle l'AFERT, hein, c'est le sigle. Et puis la publication du résultat de ces recherches. Alors, par des conférences, des colloques qui furent au nombre de 16, hein, de 1974 à 2006, parfois réalisés en partenariat avec d'autres associations, et puis des bulletins. Alors, il y en a eu 109, 33 de 70 à 79 et 76 de 1980 à 1998. Et on peut retrouver ces bulletins, alors ils ont été numérisés, ils sont sur Gallica, mais ils sont également, ils étaient sur le site de FEDLES et donc ils se trouvent en principe sur le site de Magdala. Et puis la création d'instances propres. À partir de 1985 et officiellement en 1986, le Centre Femmes et Christianisme à la Faculté de théologie de Lyon. Lyon, c'est un des hauts lieux, hein, de la nouvelle théologie féministe pour laquelle œuvraient déjà alors des personnes que vous connaissez, pour beaucoup d'entre vous, Marie-Jeanne Béraire, Donna Singles, René Dufaux, qui, dès 1974, avait fondé un groupe de recherche féministe catholique pour l'accession des femmes au diaconat, qui devient le GMV, hein, groupe de recherche et d'action pour les ministères à venir. Et elles ont participé à FHE, elles ont rédigé de nombreux articles, hein, pour les bulletins de l'association. Des avatars, je n'y reviendrai pas, quelques-unes, en particulier Sylvaine les connaissent, liées à un changement de doyen, ont fait que le partenariat a pris fin en 2001 et que FHE a créé en 2002 l'unité de recherche et de documentation genre en christianisme à Paris, au Saulchoir qui est un couvent dominicain. L'intitulé
de cette instance montre d'ailleurs que FHE était en train, on reviendra, était en train d'élargir sa thématique. FHE, centre de réflexion, souhaite mettre à disposition à d'autres cette réflexion pour soutenir une action commune. C'est ainsi que FHE s'est rapproché d'organisations féministes de laïcs, par exemple la CLÉ, qui est la coordination française pour le lobby européen des femmes en 1991, par la personne de Denise Boyer. FHE participait au sein de la CLÉ à la commission de lutte contre les extrémismes religieux. Et plus tard, elle a participé au Haut Conseil à l'égalité des femmes et des hommes. Et puis, elle a participé aux conférences de l'ONU sur les droits des femmes. Alors, Mexico, en 1975, c'était l'année de la femme, mais ça a été prolongé pendant une décennie. Copenhague, en 1986. Nairobi, pardon, en 1980, Copenhague. Nairobi, en 1985. Et Pékin, en 1995. Pékin est la plus célèbre de ces conférences. Et à cette occasion, FHE a pu mesurer, enfin, avec d'autres, le fossé qui existe sur le sujet des femmes entre ses positions et puis les positions officielles du Vatican. Et il a semblé à l'association qu'elle était plus écoutée à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Église. Les 25 années depuis sa création semblaient même avoir aggravé ce fossé. Et c'est une des raisons, enfin c'est pas la seule non plus, pour laquelle FHE prend le nom de Femmes et hommes en Église. Alors, il y a une prise de distance dans cet intitulé. C'est pas un renoncement, c'est pas une rupture. Il y a toujours le désir d'accéder, d'œuvrer pour une Église et une société renouvelée. Enfin, c'est peu dire que la première ne s'est guère renouvelée. Alors, on a vu le premier blocage, Humanité, qui avait d'ailleurs été l'occasion pour FHE, alors en voie de formation, de réclamer un partenariat égalitaire et une co-responsabilité dans le domaine de la sexualité et de la parenté, enfin des femmes et des hommes, et de regretter à cette occasion la survalorisation faussement idéalisée de la maternité, contribuant ainsi à faire de l'homme un absent de la famille et de la femme une absente des responsabilités décisions et des décisions sociales et politiques. En vain, on sait que la fin du pontificat de Paul VI et puis tout le long du pontificat de Jean-Paul II, euh, ça a été vraiment le blocage a continué ou s'est renforcé. On peut par exemple, parce que FHE a joué un certain rôle, euh, dans le flop, c'est pas la faute de FHE, de la commission pontificale sur l'étude du rôle de la femme dans la société et dans l'Église, qui était issue, enfin, euh, l'idée de cette commission était issue d'un vote du synode de 71, Justice dans le monde. Il a fallu l'action des femmes de l'Action catholique du Canada, en particulier des théologiennes, en lien d'ailleurs avec leurs évêques, pour que cette commission entre enfin en vigueur, enfin voit le jour. Les évêques canadiens disaient courageusement, oh, il faudrait étudier la question des ministères féminins. Là, le secrétariat du synode, dans sa recommandation, ne parle plus que d'efforts pour que les femmes trouvent la part qui leur est propre. Ça veut tout dire. Puis il s'ensuit un long temps d'attente et FHE contribue à rompre, enfin avec d'autres associations, à rompre le silence en publiant une lettre de rappel. Enfin, le 3 mai 73, est annoncée la mise en route de cette commission. Mais très vite est publié un mémorandum secret, enfin qui ne l'est pas resté, adressé aux évêques pour réaffirmer, enfin, par le Vatican, enfin le sommet, que ne pourrait pas être étudiée la question des femmes au ministère. Et on sait que Jean-Paul II a réitéré ce refus par 5 textes. Et pour en revenir à la commission,
il y avait quand même des femmes, hein, 15, mais qui étaient choisies, hein, et aucune n'était théologienne, ni représentante des sciences humaines. Cela dit, il y avait quand même enfin, des femmes qui avaient de l'expérience, des supérieures de congrégations ou des leaders d'associations catholiques. Cette expérience a été balayée par les instances ecclésiastiques au point que 5 parmi de ces femmes ont exprimé leur désaccord dans une lettre au pape, restée sans réponse, et puis par une note de minorité en parallèle du rapport officiel du cardinal président de la commission. Tout cela pendant que l'institution se plaisait à opposer un bon féminisme défini par et à la place, enfin, définie par les hommes, par les clercs masculins, et à la place et au lieu des femmes, et un mauvais féminisme. Et opposition qu'évidemment on perçoit dans les déclarations de Jean-Paul II à la conférence générale des religieuses américaines en octobre 79 à Washington, où Teresa Kahn, sa présidente, est désavouée publiquement, hein, par le pape. Elle avait présenté un rapport des communautés religieuses féminines et elle avait enfin, ce rapport évoquait la possibilité d'inclure les femmes dans tous les ministères. En novembre 80, même refus, même blocage à la conférence internationale sur la famille et le statut de la femme. Et puis, mais je n'y reviens pas parce que ça a été longuement discuté, j'allais dire le summum, c'est août 88, Mulieris Dignitatem. Tout cela n'a pas empêché FHE de poursuivre son action. Alors, première ligne directrice, le partenariat, qui est vraiment à l'origine la grande affaire de l'association, et FHE la met en pratique au sein d'elle-même, hein, en choisissant dans ses statuts d'instituer une coprésidence femmes-hommes. Ça n'a d'ailleurs pas été évident dans ses liens avec enfin, les associations féministes laïques, qui, elles, étaient exclusivement, je dirais, constituées de femmes. Ensuite, en recherchant l'alliance avec d'autres groupes qui œuvraient dans le même sens, on en a parlé, sur le plan de la recherche, mais aussi, on l'a dit aussi, mais sur le terrain de l'action, sinon de la visibilité. Alors d'abord au sein du monde catholique, quand FHE s'installe enfin, à Paris à partir de 1980, bon, c'est pour des raisons pratiques au 68 rue de Babylone, dans les locaux de temps présent, mais ça permet à FHE de se rapprocher étroitement de droit et liberté dans les églises et de fonder avec elle, et puis aussi avec NSAE, nous sommes aussi l'Église, et avec le CEDEC, Chrétiens pour une Église dégagée de l'école confessionnelle, la Fédération des réseaux des parvis en 1999. Et le bulletin de la Fédération des parvis remplaçant le bulletin de FHE. Et à force de travailler avec DLE, bien, en 2011, l'union des deux associations a été institutionnalisée, hein, ce qui explique la création du sigle FEDLES qui rassemble, qui réunit les titres des deux associations. Et puis au niveau international, FHE se lie avec WOW, c'est pas un aboiement, c'est Women's Ordination Worldwide. Et par ailleurs, l'association considère toujours que le refus de l'Église catholique alors, au sujet du ministériat et de l'accès des femmes à la prêtrise, FHE soutient les femmes, et en particulier celles qui se sont fait ordonner prêtres en 2002, mais elle n'en fait pas non plus sa stratégie exclusive. De toute façon, elle considère que si les femmes accèdent à la prêtrise, ça ne peut être qu'une une prêtrise renouvelée. Et puis, elle considère aussi que ce refus, hein, de l'institution, c'est de l'accès des femmes à la prêtrise, ce n'est que l'extrême pointe d'une résistance beaucoup plus profonde et d'autant plus enracinée qu'elle est inconsciente, la résistance à l'abolition des discriminations. Et que cette résistance, eh bien, elle existe aussi dans la société civile, y compris dans des milieux qui sont totalement éloignés de toute religion, de toute croyance.
mais qui sont imprégnés de ces préjugés qui ont été sacralisés. Et FHE est fidèle à son poste de croisement du fait religieux et du fait sociétal. Et donc, elle poursuit un travail de déconstruction des mythes, des stéréotypes, des préjugés qui sont à l'origine hein, de cette résistance et bien sûr de cette inégalité. Elle s'ouvre donc à de nouvelles thématiques. Elle contribue au développement d'une nouvelle théologie fondée sur une relecture de la Bible. Alors, parmi les nouvelles thématiques, là, je ne voudrais pas prendre trop de retard par rapport au temps qui m'est imparti, je voudrais signaler celle du genre. Hein. Et dès 1995, bien avant les controverses que cette notion a suscitées, dès 1995, Alice Gombeau, qui est aussi une des fondatrices hein, de FHE, dit qu'au lieu de parler de femmes, il vaudrait mieux parler de rapports sociaux de sexe. Et en 1997, une autrice dans un bulletin de FHE, Elisabeth Tassel, utilise le terme de genre, alors elle le met entre guillemets. Et en 2002, toujours avant les controverses, hein, c'est alors que euh, FHE crée l'unité de recherche genre en christianisme, que nous avons évoqué tout à l'heure, qui se donne pour but l'étude critique de la construction religieuse du genre et de ses modes d'influence dans la société civile. Le genre, dit l'association, induit un rapport de pouvoir, une hiérarchisation des sexes confondue avec une loi naturelle immuable que les religions vont qualifier de divine. L'analyse genrée, ce n'est pas une idéologie, redit l'association, ce n'est pas une théorie, elle permet de remettre en cause la confusion entre sexe biologique, rôle social et culturel et préférence sexuelle. Or, la notion de nature n'est pas immuable et le sexe biologique toujours dit l'association, n'est pas un destin ni une fatalité. Alors, bien sûr, contrairement à ce que prétendent ses détracteurs, FHE ne nie pas le fait biologique et le sexe, mais l'utilisation du concept de genre permet de penser ensemble l'égalité et la différence et de combattre la complémentarité, hein, qui est le masque d'une hiérarchisation androcentrique. 3 plus 2 et 4 plus 1 sont égaux. Ils ne sont pas identiques, dit Marie-Thérèse von Lunenchenu, hein, euh, en réponse aux détracteurs et parfois d'ailleurs aux détractrices, qui accusent les féministes de confusion antinaturelle. Et précisément à propos de nature, eh bien, FHE élargit sa thématique à l'écoféminisme en déjouant, en essayant de déjouer les pièges qui sont tendus au concept d'écologie et d'écoféminisme par une conception conservatrice qui est d'ailleurs surgie récemment au sein du catholicisme. FHE dit mais le respect dû à la nature ne signifie pas que celle-ci, elle répète que celle-ci soit immuable. Elle ne l'est pas. Hein, elle met en cause l'association, la définition de la loi naturelle qui conduirait, enfin, qui conduit à une écologie qui serait régressive à l'égard des femmes. D'ailleurs, dès la conférence de Pékin, Marie-Thérèse von Lunenchenu déplorait que l'Église persiste à traiter la femme comme ayant une nature spéciale, femme créée pour, spécifiquement marquée par et spécialement chargée de la procréation, donc ayant un statut existentiel uniquement fonctionnel et relatif aux hommes. Euh, un autre membre de FHE, enfin de FEDLES, dit en 2010, enfin Gonzague Jobé Duval, je le cite, ce sont des hommes qui définissent l'identité des femmes, illustrant comment se construit le genre dans l'Église comme un rapport de pouvoir qui construit les femmes et les hommes, et les hommes sont la loi et les femmes la nature. Voici la loi naturelle. Le recours à la loi naturelle le recours à la nature sert donc à nier la construction sociale du genre comme rapport de pouvoir et sert à masquer la construction religieuse du genre, c'est-à-dire la structure du péché qui agit au sein même de l'Église comme source de domination masculine.
Et bien sûr, FHE, devenu FEDLES, aspire à une nouvelle anthropologie qui entraînerait, enfin, qui renforcerait une nouvelle théologie euh, qui est un de ses buts. Donc, je conclurai en disant que pendant 40 ans, sans mauvais jeu de mots, FHE FEDLES a prêché dans le désert. Hein. 40 ans, hein, c'est le lieu, c'est le temps symbolique. Enfin, du moins en France, avec comme cause et conséquence, bah, pas d'audience médiatique, même si l'association a franchi l'étape du numérique. Alors, le premier réveil en 2008, hein, c'est là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la gaffe, entre guillemets. À mon avis, c'est beaucoup plus qu'une gaffe, mais de Monseigneur 23, qui a donc catalysé la création du comité de la jupe, avec lequel Fedlès a noué des liens, et puis le moment venu s'est uni à lui en 2024. Parce que le moment venu, pour Fedlès, ces dernières années, bah, c'était le moment de la transmission à un mouvement, à une association dont l'audience grandissait, et dans un contexte où la question des femmes dans l'Église, alors on met ça entre guillemets, euh, puisque hein, beaucoup disent c'est plutôt les problèmes de l'Église face aux femmes, eh bien, est devenue centrale et elle touche un large public, à la fois au sein des catholiques, mais aussi intéresse en dehors. Intérêt d'ailleurs qui est encore avivé par la douloureuse question des crimes sexuels, pour lesquels beaucoup disent mais il y a un lien entre tous ces éléments. Et le rôle de transmission, je termine là-dessus, j'espère que je n'ai pas trop débordé, ce rôle de transmission s'est donc concrétisé par la publication de l'ouvrage Un combat pour l'égalité, avec sous-titre Genre en christianisme, qui est paru en 2021. Je vous remercie de votre attention.